Salut, c'est Léna. Avant de vous laisser avec ce nouvel épisode, je voulais vous prévenir que le Off sort 3 épisodes hors série. Des jeunes de la fabrique numérique de Gonesse sont venus poser leurs questions aux députés de la délégation. Les épisodes sont à retrouver sur YouTube en vidéo et sur toutes vos plateformes d'écoute. Parce que je savais que forcément les huissiers me tomberaient dessus et le président me tomberait dessus. Et donc je voulais pas qu'il me coupe quand même, ça aurait été dommage. Donc j'ai vraiment dit tout à la fin, en guise d'avertissement, parce que si vous continuez dans ce sens-là, vous étonnez pas si vous voyez surgir des gilets jaunes sur tous les ronds-points d'Europe. Si vous allez surgir ce gilet jaune, en sortant le gilet jaune de la chemise, en le brandissant comme ça, j'ai eu le temps, quelques secondes, comme ça. On a vu. Il y a le président derrière qui me dit, qui commence à me dire: Madame, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de gilet jaune. J'ai continué 1 ou 2 secondes quand même. Bonjour tout le monde, je suis Léna, la communicante de la délégation France Insoumise au Parlement européen. À la délégation France Insoumise, on a décidé de vous ouvrir les portes pour vous faire découvrir notre semaine de session plénière. La session plénière, c'est la semaine où toutes et tous les eurodéputés se rassemblent à Strasbourg pour voter les textes qui ont été discutés les semaines précédentes. Ce mois-ci, retour à Strasbourg avec un planning bien chargé. Paquet climat, budget 2024, réforme du marché de l'électricité et même un point sur le blocus de Cuba. Eh bien, si je dis toujours que le lundi, c'est la petite journée, celle-ci a été bien mouvementée. Leïla Cheibi a tendu un gilet jaune à la tribune de l'hémicycle. Alors, c'était comment d'être un gilet jaune ? Alors j'ai pas porté le gilet jaune, je l'ai montré. Donc là, j'avais une intervention sur le paquet climat, donc comme j'étais chargée des négociations sur le Fonds social climat, et j'avais envie d'interpeller mes collègues, d'interpeller le Parlement européen sur le fait que si on vote l'extension du marché carbone au transport et au bâtiment, si on rend l'essence plus chère dans l'espoir que les gens vont consommer moins d'essence, ça va créer... Si on rend l'essence plus chère en disant que les gens du coup vont consommer moins d'essence, ça aura un effet de créer de la colère sociale. Rappelle-toi les gilets jaunes. C'est exactement comme ça que c'était parti chez nous, les gilets jaunes, une mesure soi-disant écologique. On disait allez, vous allez payer plus, mais taisez-vous, ne vous plaignez pas parce que c'est bon pour le climat. Ça crée de la colère sociale, ça crée des gilets jaunes. Et donc moi, je l'ai voulu leur montrer à la fin de mon intervention. Donc j'avais mon gilet jaune planqué dans ma chemise. Comment t'as fait pour faire rentrer un gilet jaune ? T'as pas vraiment le droit, non ? Alors, on n'a pas le droit de ramener des choses, non. Donc je l'avais planqué, il était bien plié dans la chemise. J'avais une chemise en plastique que mon équipe m'avait passée. Donc j'ai fait comme si c'était mon support en fait pour mes feuilles d'intervention. Et donc j'avais mis la chemise sur le pupitre. Et à la fin, dernier paragraphe, j'ai gentiment enlevé les élastiques. Tac, je fais claquer, là, tout de suite. Et j'ai sorti le gilet jaune, naturellement, comme ça. Alors, j'avais prévu de le faire à la fin de mon intervention, parce que je savais que forcément les huissiers me tomberaient dessus et le président me tomberait dessus. Et donc, je voulais pas qu'il me coupe quand même, ça aurait été dommage. Donc, j'ai vraiment dit tout à la fin, en guise d'avertissement, parce que si vous continuez dans ce sens-là, vous étonnez pas si vous voyez surgir des gilets jaunes sur tous les ronds-points d'Europe. Si vous allez surgir ce gilet jaune, en sortant le gilet jaune de la chemise, en le brandissant comme ça, j'ai eu le temps, quelques secondes, comme ça. On a vu. Il y a le président derrière qui me dit, qui commence à me dire: Madame, on n'a pas le droit, vous n'avez pas le droit de gilet jaune. J'ai continué 1 ou 2 secondes quand même. Et après, c'était, gentiment, les huissiers m'ont dit: vous savez, il n'y a pas le droit, tout ça. J'ai dit: désolé, pardon, excusez-moi. Pour l'honneur des travailleurs, pour un monde meilleur. La plénière d'avril s'annonce mouvementée. Vivement demain. Mardi matin, sur le chemin pour la traditionnelle conférence de presse, je croise Leïla déjà au travail. Elle enregistre une vidéo pour le 1er mai à destination de notre groupe au Parlement européen, The Left. Et oui, au Parlement, nous sommes organisés en délégations faisant partie de groupes. Dans le nôtre, nous retrouvons par exemple Podemos, Syriza ou Die Linke. Si vous voulez
voulez en savoir plus sur le groupe de la gauche au Parlement européen, attends, je refais. C'est pas grave, mais sur ce que fait, le pour les droits des travailleurs. Ok. Si vous voulez en savoir plus sur ce que fait le groupe de la gauche au Parlement européen pour les droits des travailleurs, je vous invite à rejoindre la lutte. Bon, parfait. Hein. Jordan, magnifique, nickel. Incroyable, efficace. Mercredi, il est temps que je vous parle du paquet climat. L'urgence écologique, ça, tout le monde connaît. À la France Insoumise, nous travaillons pour imposer notre vision de la planification écologique. Une vision pourtant minoritaire au Parlement européen, puisque vient d'être adoptée hier, mardi 18 avril, l'extension du marché carbone au secteur du bâtiment et des transports routiers pour les particuliers, et ce alors que l'inflation fait toujours rage. Dans la délégation, on dénonce cette mesure qui ignore l'alerte des gilets jaunes et va entraîner une augmentation des coûts de l'essence et du chauffage, ce qui étranglera encore davantage les ménages européens. Je vais rejoindre Marina Mesure pour qu'elle m'explique tout un peu plus en détail. Salut Marina. Salut. Donc cette semaine, on a eu beaucoup de sujets concernant l'écologie. Ouais, tout à fait. Et tu es la nouvelle rapporteure sur l'électricité. Je veux savoir si tu pouvais m'expliquer un petit peu où on en était au Parlement européen, quelles étaient les grandes lignes, etc. Oui, en effet, on a la réforme du marché de l'électricité qui a commencé avec les premiers rounds de négociations cette semaine. Et c'est un dossier crucial parce que ça concerne évidemment des millions de gens, c'est-à-dire les ménages, la tarification de leur électricité, les entreprises qui ont vu leurs factures exploser, les boulangers aussi, et toute notre industrie en fait qui est soumise à des tarifs qui fluctuent en fonction du marché et qui ne représentent même plus les coûts de production réels de la production d'électricité en Europe. Et donc face à ça, la Commission a lancé un vaste chantier de réforme du marché de l'électricité. Enfin, vaste au départ. Dans la réalité, c'est une toute petite réforme qui ne change absolument rien, voire sur certains aspects, pas empirer les choses, c'est possible, puisque déjà qu'on n'avait pas grand-chose de garantie, et notamment, je pense par rapport à la France, on avait encore quelques tarifs réglementés. Là, avec la réforme, on balaye les tarifs réglementés, on met 10 fois plus de privés, donc c'est-à-dire on va vers des contrats privés avec les producteurs d'électricité, et derrière... on est sur l'État qui va garantir pour certaines énergies renouvelables des prix aux producteurs, hein, mais en gros, ça sera pas un prix que le producteur qui sera fixé au producteur en fonction de ce que a fixé l'État, mais en fonction de ce que a fixé le marché, c'est-à-dire, c'est pas très clair. La partie. Moi j'arrivais, c'est bon. Parce que je me suis dit. Donc en gros, le système qu'on a à l'heure actuelle en France serait plus possible. On irait plutôt vers un système belge. On irait surtout vers un système où les derniers boucliers qui permettaient aux gens d'avoir des tarifs réglementés de l'électricité vont disparaître. Génial. Donc voilà, c'est concrètement ça qu'il y a sur la table. Et au même moment où on apprend que les ménages vont être taxés sur l'énergie. Oui, les ménages vont supporter le coût du nouveau paquet climat, mais aussi pour les petites entreprises, elles ont besoin de savoir quelle est leur consommation d'énergie, combien ça va leur coûter. C'est des charges importantes pour une entreprise. Eh bien, avec ça, c'est encore, c'est vraiment plus aucune visibilité pour ces petites entreprises, encore moins pour les ménages. Et après, par contre, c'est quelques entreprises, des grosses entreprises, qui, elles, seront capables, avec la nouvelle réforme, si elle aboutit, d'aller faire des négociations, elles, directes avec le producteur, ce qui n'était pas possible avant, et aller chercher un tarif préférentiel avec le producteur. Mais donc, ça serait vraiment un marché qui s'oriente sur les grosses entreprises, qui laisse de côté toutes les PME, TPE, artisans, et qui derrière va être catastrophique pour les ménages, qui en plus on leur demande d'être limite des futurs traders, c'est-à-dire de dire oui mais alors on va avoir un tarif de l'électricité et un contrat pour notre voiture électrique, un pour le chauffage, un pour l'électroménager, et donc d'avoir 10 contrats d'électricité, ce qui est totalement absurde et ce qui n'arrivera pas dans les faits. Ok. C'est pas des super nouvelles. C'est pour ça qu'on va devoir se battre, parce que nous on a une vision totalement différente de ce qui est proposé aujourd'hui. Nous on pense que c'est la puissance publique, c'est-à-dire l'État, qui doit fixer des prix d'électricité.
Et donc, cette proposition-là est déjà, avant même de commencer, balayée totalement. Ça veut dire on laisse même pas la possibilité aux États qui le souhaiteraient. Je dis pas que ça doit s'appliquer partout, mais les États qui souhaiteraient avoir un monopole public de l'électricité, qui pourrait du coup permettre la production et la fourniture d'électricité par la puissance publique, puissent le faire. Bah, ça, c'est balayé d'un revers de la main. Ça veut dire qu'on continuera à avoir le privé qui s'occupe de ce bien essentiel et ce bien commun qu'est l'électricité. Ok, et je te donnerai une bonne nouvelle pour terminer. Une bonne nouvelle. Parce que là, franchement... C'est vrai, les nouvelles sont... C'était une sacrée plénière. C'est ça. Non, je sais pas si on a actuellement, en tout cas, dans la séquence des bonnes nouvelles, on a des petits pas. C'est ce que, justement, à travers le paquet climat, ce qu'on disait, par exemple, avec le marché carbone. C'est-à-dire que avant, il y a quelque chose qui n'existait pas. Maintenant, on a un marché carbone qui s'étend au reste du monde, puisque c'est le mécanisme d'ajustement carbone frontière. Bon, c'est des trucs, évidemment, qui ne sont pas ce que nous souhaitions. C'est-à-dire que ce ne sont pas des taxes qui prennent en compte le produit, quelle distance il a fait avant d'arriver en Europe. Mais en même temps, bon, avant, il n'y avait rien. Donc, ça peut être des petits points positifs. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais petits points positifs pour s'attarder à travers sur les enjeux écologiques. Mais c'est vrai que non, aujourd'hui un point positif, parce que je sais pas quand la dernière fois qu'on s'est vu, mais on a fait adopter notre rapport sur l'amiante. Écoute, Voilà, félicitations. Voilà. Parce que je pense qu'on s'est pas vu entre temps. Non, t'es pas vu entre temps, bah voilà. Donc voilà, on a réussi à faire adopter un rapport à 64 voix pour et 11 abstentions, donc aucune voix contre, sur un rapport qui va permettre de mieux protéger les travailleurs de l'exposition à l'amiante et de gérer un peu mieux les déchets liés à l'amiante, sachant que l'amiante tue toujours 80 000 personnes chaque année en Europe. Donc on parle d'un vrai sujet de santé publique. Donc ça, c'est un point positif. Eh ben, très bien, merci beaucoup Marina. Merci à toi. À midi, nous avons un énorme vote. Nous nous occupons du budget 2024 de l'Union européenne. En gros, le Parlement doit arrêter lors de cette session plénière d'avril sa position sur la répartition des dépenses annuelles pour 2024. Normalement, tout a déjà été décidé en commission budget et notre délégation s'apprête juste à voter pour. Sauf que, au bout de quelques minutes, je commence à recevoir une avalanche de messages appelant nos députés à voter contre. Il semblerait que la droite du PPE, dont font partie les Républicains français, et l'extrême droite du Parlement européen ont glissé un amendement controversé. Je me rends immédiatement devant l'hémicycle pour essayer d'avoir Manon Aubry à la sortie des votes. Devant l'hémicycle, ils distribuent des étoiles jaunes pour les 80 ans du ghetto de Varsovie. J'ai rendez-vous avec Manon pour lui poser quelques questions, puisque hier on s'est loupé. Et du coup, là, je suis devant l'hémicycle du côté des journalistes et il y a tout le monde qui attend. Et c'est marrant, parce qu'il y a plein d'assistants parlementaires qui en profitent pour manger leur sandwich. Ils sont assis par terre pour finir de relire des trucs. Et les journalistes qui attendent avec les caméras. C'est toujours une ambiance très particulière quand les députés sont dans l'hémicycle. C'est comme si la moitié du Parlement s'était arrêtée et était suspendue et que l'autre continuait de courir partout. Ouais, ils sont tous en train de sortir. À toi aussi. Salut Manon, alors tu sors de l'hémicycle, comment ça s'est passé? Salut Léna, ça va là, on a la droite et l'extrême droite qui se sont unis pour essayer de voter ensemble le fait que l'Union européenne finance des murs, comme si l'Union européenne n'était pas suffisamment une forteresse. Et il paraît que c'est pas passé. En fait si, leur amendement est passé, mais du coup on a voté contre le texte, donc tout le texte est tombé à cause de leur petit jeu débile. Donc finalement on a eu gain de cause quand même. Bonne nouvelle. C'est ça. Du coup, comment s'est passée ta session plénière? Ça a été à peu près mouvementé, je crois.
Ouais, je sais plus quel jour on est et quelle heure il est. Voilà. Mais tu sais, quand t'es le mercredi, t'as l'impression qu'il est le dimanche parce que ma journée du lundi a fait 48 heures. Parce qu'on a négocié un texte sur le devoir de vigilance des multinationales. C'est la responsabilité des entreprises multinationales en matière de violation des droits de l'homme. Faire en sorte que Total arrête de déplacer des milliers de paysans en Ouganda pour forer du pétrole, ou que des entreprises comme Vinci arrêtent de construire des stades au Qatar, des chantiers sur lesquels les ouvriers meurent, par exemple. Et donc on a négocié jusqu'à 4h30, 5h du matin dans la nuit de lundi à mardi. La négo a commencé à 18h. Je sais même pas calculer combien d'heures on a passé dans cette salle. Mais c'était la 10e, 11e session de négo, mais c'était la dernière. Et au final, on a eu raison de se battre parce qu'on obtient un texte qui est assez ambitieux et c'est la première fois dans le monde où on crée un système juridique où les victimes directes de violation des droits de l'homme de la part des entreprises ou de dommages à l'environnement de la part des entreprises pourront porter leur cas en justice devant des tribunaux européens. Pardon, je suis fatiguée, du coup je fais des fautes de français, mais tout le monde m'excusera. Et c'était une bataille acharnée parce que en face de nous, on avait la droite digne représentant des lobbies qui ne voulaient d'aucun régime de sanctions, pas d'accompagnement des victimes. Donc voilà, c'est une belle bataille de début de semaine, mais qui, je dois dire, quand il a fallu hier rentrer à 5h du mat, globalement je suis rentrée, j'ai fini ce que j'avais à faire, j'ai pris une douche et je suis repartie au Parlement. Et puis surtout qu'il paraît que hier c'était aussi une grosse journée. Il y avait le paquet climat. Exactement. Donc hier il y avait tout le paquet climat qu'on a voté, notamment le texte qui étend la taxe carbone aux particuliers. Donc pour le moment on a un marché carbone qui fonctionne pas très bien, on va se le dire, pour les entreprises, qui donnent des droits gratuits à polluer aux entreprises. Et maintenant, l'étape d'après, ils se sont dit ça marche tellement bien qu'on va faire pareil pour les particuliers. Et donc du coup, on va créer une taxe carbone pour les ménages sur le transport et les logements. Donc concrètement, c'est notre chauffage, notre essence qui risque d'augmenter drastiquement dans les années qui viennent. Nous, évidemment, on a voté contre. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les délégations françaises, il n'y a aucune délégation française de gauche qui a soutenu ce texte, parce que clairement, ce qui plane au-dessus de l'Union européenne, c'est l'ombre des Gilets jaunes. Et manifestement, ici, là, dans la tour dorée, bon, il n'y a pas l'image, mais imaginez la tour dorée du Parlement européen. Il n'y a pas d'or, pour ceux qui se posent la question. C'est pas vraiment une tour dorée, mais vous voyez l'image. En réalité, c'est des gens qui sont complètement déconnectés de la réalité et complètement déconnectés qui n'ont pas entendu le message d'alerte des Gilets jaunes en France il y a quelques années. Donc je le regrette, mais nous on s'est battus et je pense que notre voix a porté parce qu'il y a eu, y compris, pas mal de couvertures presse qui posent la question de est-ce qu'il va y avoir des Gilets jaunes partout en Europe. Et dernière question, après je te laisse retourner à ta journée. Ce matin, j'ai reçu un mail assez tôt dont on me demandait une copie de ton interview. Il paraît que t'as fait fureur. Disons qu'on avait le Premier ministre du Luxembourg qui était là. Alors c'est pas tous les jours qu'on a au Parlement le Premier ministre du Luxembourg, et puis tu connais mon petit goût pour tout ce qui touche argent. Alors moi l'argent je le prends pas dans des valises comme c'est parfois ici la coutume au Parlement européen, j'essaie de le détecter et de le dénoncer. Et donc pas forcément qui dit Premier ministre du Luxembourg dit paradis fiscal. Et j'ai eu l'outrecuidance de dire que le Luxembourg est un paradis fiscal et de poser une petite devinette au Premier ministre, de savoir quel était le point commun entre Shakira, Tiger Woods, la pègre russe, le prince d'Arabie Saoudite et Brad Pitt. Eh ben, ils ont tous une société écran au Luxembourg, tous quasiment toutes domiciliées au même endroit, 1800 sociétés écrans dans le même bâtiment. Et manifestement, ça n'a pas beaucoup plu au Premier ministre luxembourgeois qui n'a trouvé que seule réponse en disant « J'ai une autre devinette pour vous. Est-ce que vous savez le point commun entre Marine Le Pen et Manon Aubry ?» J'étais là, alors, comme si Marine Le Pen parlait d'évasion fiscale, moi je l'ai jamais entendu qualifier le Luxembourg de paradis fiscal. Et évidemment, tous les bancs des macronistes ont applaudi, bravo. Donc on a des macronistes qui applaudissent un paradis fiscal. Et moi, ce qui m'a frappé dans le débat, c'est que j'ai quasiment été la seule à dire que le Luxembourg est un paradis fiscal. Je veux dire, il y a eu nombre de scandales jusqu'à il y a pas longtemps. Le dernier scandale, c'était OpenLux, plus de des dizaines de milliers de sociétés écrans révélées au Luxembourg. Et non, au Parlement européen, on ne peut pas dire que c'est un paradis fiscal. Bon, du coup, je crois que tout le monde a trouvé la réponse à ma devinette, même lui. Je compte sur toi pour continuer de poser la question, du coup. Merci beaucoup, Manon.
De rien, bon courage, je cours. Pour terminer mon séjour strasbourgeois, je vais rejoindre Leïla dans son bureau. Marion, t'as l'air fatiguée, t'as fait quoi hier soir? Déjà, j'ai pas fait la teuf parce que, comme tu le sais, je suis enceinte. Donc, pour moi, interdit de faire la fête jusqu'à 3h du matin. Comme je fais d'habitude. Non, je rigole. C'est plutôt 5 heures. C'était une blague. Ah, Moi, des fois. je suis assez, j'ai toujours interloqué par les personnes qui ont le temps d'aller boire du champagne dès 15 heures, bar des Ah, signes. non, mais quand je passe là, tu vois, là, on est mercredi. Donc là, 17h30. Ah, je suis là, j'ai pas regardé en passant. Là, 17h30, il y en a comme c'est le dernier soir de plénière qui commence à sortir les bouteilles de champagne, tout ça. Depuis 15 heures, ça a commencé. Ouais. Hier, au bar des Mets, à 10h30, c'était déjà le champagne. Ah oui. Certain. C'est pas la gauche, ça. Hein. Ouais. Bon, du coup, cette Mais semaine- du coup, oui, non. En fait, mais par contre, c'est vraiment intéressant, je pense, quand même à dire, c'est que moi, j'ai découvert un truc depuis que je suis au Parlement, au début. C'est à la diplomatie de la convivialité. C'est important, le moment d'aller boire des coups le soir, tout ça, avec d'autres députés, avec les Espagnols, avec les Portugais, parce qu'il y a aussi des choses qui se débloquent, qui se débloqueraient peut-être pas si c'était juste dans le cadre de la réunion de groupe. Donc c'est voilà quelque chose d'intéressant. Mais bon, en tout cas, du coup, moi comme voilà, je suis un peu plus fatiguée le soir. En tout cas, hier soir, ouais, on avait un dîner avec l'ambassadeur de Cuba, qui était venu intervenir en réunion de groupe parce que la situation à Cuba, elle est dramatique. C'est très grave ce qui se passe. Je sais pas si tu sais, mais il y a un embargo de la part des États-Unis d'Amérique. Et puis donc là-dessus, par-dessus ça, donc sachant que le peuple cubain est déjà étranglé. On a en plus la crise du Covid avec des conséquences sociales terribles et puis le tourisme qui n'existe plus alors que l'île vivait en grande partie du tourisme, et puis on a eu par-dessus ça en plus l'inflation, conséquence de la guerre en Ukraine. Et ça déjà c'est grave, tu vois, l'effet de l'inflation ici chez nous en Europe. Alors imagine à Cuba, quand ils ont déjà un manque de médicaments, un manque de produits de base, où tout déjà doit être importé, on galère pour l'importer parce qu'il faut qu'il y ait aucun lien avec les États-Unis. Alors en plus quand tout augmente, enfin c'est vraiment la cata. Et donc on souhaite que l'Union européenne se bouge un peu et réagisse et mette en place des sanctions, des condamnations diplomatiques, économiques, voilà. Très bien. Donc oui, hier, vous avez eu une conférence de presse. Il a participé à la réunion de groupe aussi, je crois. Ouais. Mais l'autre gros sujet de la semaine, c'était le paquet climat. Et je sais que toi, tu as travaillé sur le fonds social. C'est ça? Je me suis pas trompée cette fois. Fonds social pour le climat. Ouais. Est-ce que tu trouves que ça va suffire pour sauver le budget des ménages? Ah bah ouais, justement. Déjà, pourquoi il faut sauver le budget des ménages dans le cadre du paquet climat? Le paquet climat, c'est un ensemble de textes. Et l'Union européenne se dit comment on va faire pour atteindre les objectifs climatiques, les objectifs pour en matière de transition écologique, quoi, pour faire en sorte que la planète ne brûle pas ou brûle moins. Et là-dedans, il y a un truc que l'Union européenne propose assez régulièrement, se dit la solution c'est le marché. Et que si on va rendre l'électricité, rendre les trucs qui polluent, en gros, si on rend les trucs qui polluent plus cher, les gens vont arrêter de consommer ces trucs qui polluent. Par exemple, l'essence qu'on doit mettre dans sa voiture, ça pollue. Si on va rendre l'essence plus chère, du coup, les gens ils vont arrêter de consommer de l'essence, de mettre de l'essence dans leur voiture. Et si on rend le chauffage, le fait de chauffer son logement plus cher, les gens ils vont investir, ils vont dans la rénovation thermique de leur logement. Et là, tu penses, gilet jaune. Parce que nous, en France, on est bien placés, on est assez bien placés pour savoir que c'est pas comme ça que ça marche. Et que déjà, il y a des gens qui mettent de l'essence dans leur voiture, c'est pas pour partir se balader en forêt. C'est parce qu'ils en ont besoin pour aller travailler, ils ont pas d'autre choix. Il y a pas de métro, il y a pas d'alternative de transport, et ça coûte trop cher de s'acheter une voiture électrique. Donc c'est pour ça Puis le prix de l'électricité augmente aussi. En plus, c'est ça, c'est que donc ça c'est un truc ce qu'on appelle ETS2, enfin l'inclusion du transport et des bâtiments des ménages dans le marché carbone.
c'est quelque chose donc qui a été réfléchi avant la guerre en Ukraine, avant l'inflation, en se disant tiens allez on va remettre cette petite recette, on va faire payer plus cher le transport des ménages et le chauffage des ménages, et comme ça va faire moins de consommation de chauffage, moins de consommation d'essence, d'énergie carbonée quoi. Et sauf que on est dans une situation où déjà les Européens ils subissent de plein fouet l'inflation, la hausse des prix de l'énergie, donc on va leur mettre une double peine en disant tiens, tu subis déjà l'augmentation des coûts de l'énergie, déjà les prix de l'essence ont atteint des niveaux hallucinants, on va en remettre une couche avec cette taxation, cette inclusion du transport et des bâtiments dans le marché carbone qui aura mécaniquement, c'est là qu'on en vient donc problème, c'est que même la Commission européenne te dit il y aura une conséquence sur le portefeuille des ménages. Les ménages devront payer plus cher, mais c'est pas plus mal parce que comme ça ils arrêteront, ils consommeront moins. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va inventer donc un fonds social climat. Parmi tous les textes du paquet climat, on a un truc qui s'appelle le fonds social pour le climat, qui vise à ce que ce soit pas les ménages les plus vulnérables qui payent la facture de la transition écologique. Mais le problème, c'est que d'un côté, t'as le texte, t'as le fonds social pour le climat qui dit c'est pas aux ménages les plus vulnérables de payer la transition écologique, et de l'autre côté, t'as des mesures de transition écologique qui font payer les ménages les plus vulnérables, en fait. Et donc, comme la Commission européenne sait que ça risque d'impacter le budget des travailleurs, le budget des ménages, elle se dit on va mettre des miettes de pansements, en fait, des petits chèques comme ça, mais qui seront jamais en capacité de compenser l'impact sur le portefeuille. Et donc nous, en France, on sait que on peut pas rajouter de l'injustice sociale à la responsabilité. Oui. Ça devient ingérable. Ouais, exactement. Et que nous, on avait proposé, par exemple, nous, en fait, moi, qui étais chargée des négociations sur le Fonds social climat, je suis pas contre le Fonds social climat, au contraire. Pour une fois qu'il y a un texte qui dit que dans la transition écologique, il faut penser aux plus vulnérables et que c'est pas aux pauvres et aux ménages et aux travailleurs de payer la transition. Moi, ça rejoint nos préoccupations en matière d'écologie populaire. On sait qu'au contraire, nous, on pense que la transition, elle doit être créatrice d'emplois. Par exemple, si t'as besoin de milliers d'emplois pour faire la rénovation thermique, je crois qu'on en avait parlé dans un dernier podcast d'ailleurs, pour rénover les bâtiments, en fait, voilà, on peut se dire que ça crée des milliers d'emplois, c'est bon pour le portefeuille des ménages parce que on chauffe pas l'air, et c'est bon pour le climat aussi. Et donc, nous, on a vécu les Gilets jaunes, on sait comment ça peut être vécu, en plus, comme une injustice, ce genre de mesure. Et on a 1 an des élections européennes. Est-ce que c'est le moment de montrer une Union européenne qui, en fait, ne sert à quoi qu'à culpabiliser, à pointer du doigt les gens qui n'ont d'autre choix que de prendre leur voiture pour aller travailler, en leur disant c'est toi le responsable de la crise climatique, et qui va leur rajouter une taxe supplémentaire alors que déjà ils sont étranglés, déjà ils doivent se serrer la ceinture. Je pense pas. C'est pour ça que le Fonds social pour le climat, il était utile parce que les ménages payent déjà le coût de la transition, mais on aurait pu trouver d'autres sources de financement. Oui, on aurait pu faire mieux, quoi. Ouais, par exemple, on aurait pu dire on va trouver des ressources propres, on va taxer les transactions financières, on va faire payer les profiteurs de crise pour financer un fonds social pour le climat pour aider les ménages à faire face à la crise, mais pas en leur rajoutant des charges supplémentaires et en disant tiens, une petite partie de ces charges on va les effacer via ce fonds social. Enfin. Très bien, merci beaucoup Léna. Je t'en prie, merci à toi Léna. Les eurodéputés macronistes du groupe Renaissance, qui considéraient eux-mêmes il y a quelques mois cette extension comme une ligne rouge, nous assurent désormais qu'elle sera indolore pour les Français. Mais l'instauration d'un plafond théorique à 45 € par tonne émise de CO2 correspond à ce qui est déjà en application en France, et on se rend bien compte que c'est un leurre. Les modélisations de plusieurs spécialistes estiment en effet que les prix de la tonne carbone oscilleraient en réalité plutôt entre 100 et 300 €. À titre d'exemple, 200 € la tonne équivaut à 47 centimes en plus par litre d'essence. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant toute cette semaine de session plénière. Si vous souhaitez poser une question à l'un ou l'une de vos eurodéputés de la France Insoumise, je vous invite à nous écrire sur les réseaux sociaux @DFI Europe sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous souhaitez en savoir plus, vous retrouverez des ressources dans la description du podcast.
Pour ne manquer aucun épisode, suivez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et tant qu'à faire, si vous avez aimé, likez, commentez, partagez. Les Insoumis en plénière, le OFF, est une émission proposée par la délégation France Insoumise au Parlement européen.